Bonjour Anne. Bonjour Carolina. Sous ces vastes thèmes qui est le lien entre l'art et les rêves, alors pour toi, l'œuvre d'art, est-elle du côté du rêve ou du côté du réveil? Alors, l'œuvre d'art, lorsqu'elle surgit, je trouve qu'elle est toujours, enfin il me semble qu'elle est toujours du côté de la coupure, de la surprise, voire du scandale ou du rejet, il me semble. Alors évidemment, il ne suffit pas d'être scandaleux pour être artistique, mais toujours l'œuvre d'art tranche. Je mettrai donc l'œuvre d'art, le surgissement de l'œuvre d'art, sa découverte, son arrivée au monde, je la mettrai plutôt du côté du réveil. Alors, pour étayer ceci, je regarde d'abord l'histoire. Au fond, l'histoire atteste de moments qui donnent un retour tout à fait dans ce sens. Par exemple, prenons la bataille d'Hernani. C'est l'émergence de la coupure romantique. Je prends aussi du côté du rejet l'espèce d'ignorance, comment dire, ce que j'appelle le non-accueil de l'œuvre de Vincent van Gogh. Je trouve que vraiment ce silence est ahurissant. Enfin, il y a quelque chose comme ça du rejet, hein, une opacité de rejet. Et puis prenons proche de nous Jacques Lacan, propriétaire de l'origine du monde. Au fond, il prend acte de cette coupure entre le public et le tableau et il fait déposer un voile de pudeur. Bon, il y a d'autres éléments, mais voilà comment je trouve que ça étaye plutôt ce côté réveil, coupure, voire scandale. Alors, justement, nous célébrons actuellement le centenaire de l'attribution du Goncourt à Marcel Proust. Donc en 1919, Marcel Proust se voit décerner par le jury Goncourt le prix Goncourt pour un des volumes de la recherche qui s'appelle « À l'ombre des jeunes filles en fleurs ». Eh bien, en fait, ça s'est passé dans un climat de violence, d'attaque extrêmement virulente. Alors, quelqu'un s'est saisi du phénomène et vient de l'éclairer. Il s'appelle Thierry Laget et il appelle ce phénomène-là une émeute littéraire. Alors au fond, qu'est-ce qui s'est passé? En 1919, la grande hécatombe guerrière de 1900, enfin de la guerre, venait de s'arrêter, enfin de se terminer en 1918, et le public voulait continuer de rêver avec Les Croix de Bois et Roland d'Angelès. Or, scandale, le prix Goncourt, avec courage, est décerné à Marcel Proust. Alors ça a été une déferlante d'injures, d'attaques ad hominem, bien entendu, et on y allait, en ce temps-là, c'était vraiment tout ce qu'on appelle politiquement incorrect. Enfin, il a été extrêmement attaqué. Bon, ce qu'on aurait pu prendre pour, au fond, une rêverie d'une subjectivité à l'ancienne qui se retourne vers un monde défunt. On aurait pu penser que c'était ça la recherche, au fond. Ça, bien écrit. Mais cette émeute-là, justement, ne s'y est pas trompée. Elle nous indique que l'œuvre est magistrale. Et nous le savons maintenant. Donc, il y a un autre aspect. Je prends les choses d'un autre côté. Ce qui me frappe aussi, c'est que lorsque l'œuvre émerge comme ça. Au fond, l'artiste ne peut pas lâcher l'affaire. Il va continuer à servir l'œuvre jusqu'à plus soif. Alors, par exemple, bon, Marcel Proust, mais aussi Pablo Picasso, Alberto Giacometti, James Joyce et beaucoup d'autres. Heureusement pour nous. Tout à fait. Alors, en préparant ce rendez-vous que nous avons toutes les deux, j'ai rencontré un passage dans le séminaire 23, qui est donc le séminaire que Jacques Lacan agrafe justement sur James Joyce, et j'y ai trouvé ça. Au fond, il dit que le langage, dans ses affinités avec le trou, mange le réel. Donc, on peut se poser la question, ces artistes-là, qui ont vraiment fait
rupture dans la sublimation. Au fond, c'est comme s'ils avaient trouvé par leur art quelque chose comme un langage propre, dont ils doivent continuer de creuser le sillon, sinon le trou se refermerait. Ouais, c'est formidable. Donc voilà ce que je te propose. C'est formidable, parce qu'en effet, tu expliques bien qu'au fond, l'œuvre nous réveille parce qu'elle nous interprète d'une certaine manière, mais qu'est-ce qui pour toi, finalement, fait rêver dans l'œuvre? Où trouves-tu la part des rêves dans l'œuvre? Parce que bien sûr, il y en a. Il y en a. Donc, oui. De quel côté est-elle, cette part des rêves? Ce qui me semble, c'est qu'au fond, très vite, même s'il y a eu faille entreaperçue, choc rude, au bout d'un moment, le public se rendort. Au fond, il adore l'œuvre. Il l'encense, elle est choyée, voire capitalisée. Bref, il se rendort avec elle. Avec quelques amis, nous aimons aller sur les lieux. On appelle ça aller sur les lieux, c'est-à-dire à Trieste pour Joyce, à Duino pour Rilke, Stampa pour Giacometti, et là, évidemment, chez Tante Léonie à Illier-Combray pour Proust, et bien d'autres lieux. Bon. On y va en hommage, mais on y va aussi pour rêver sur l'œuvre d'art, sur la création. Bon, il faut bien dire qu'au fond, il n'y a rien à voir. Rien ne peut rendre compte de la consistance, de l'émergence d'une œuvre chez un artiste, même d'aller dans l'escalier de chez Tante Léonie, là où le petit Marcel... Non, longtemps je me suis couchée de bonne heure, c'est autre chose, c'est une écriture, rien n'en rend compte. Mais bon. Alors, qu'est-ce que c'est que ces rêveries, au fond? C'est un peu comme un rêve, mais c'est un peu comme un rêve qui n'aurait pas d'ombilique. C'est-à-dire, au fond, complètement désamorcé de la possibilité de création. Bon, donc il reste l'œuvre. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser aussi que dans les séminaires 23, là qu'on dit que l'histoire est du côté du rêve. Et donc, c'est un peu ce que tu transmets, c'est-à-dire que c'est l'histoire dont il y a une coupure quand même par rapport à l'œuvre qui, elle, révèle. Exactement. Ouais. Ben, merci Anne. Merci Carolina.